Oui, c'est vrai que l'annonce de Facebook en 2019 de sa monnaie Libra qui se prénomme maintenant Diem et qui devait être hébergée sur un portefeuille Calibra lié à nos comptes Facebook, WhatsApp, Instagram, a vraiment causé un boomerang au sein de tous les États. Il fallait voir en France Bruno Le Maire un peu s'exciter, aux États-Unis aussi le patron de la Federal Reserve, Janet Yellen. Enfin, beaucoup de personnes ont pris la parole pour poser des questions qui au départ semblaient anodines, mais en mi-septembre, quand les membres du G7 se sont réunis, je crois qu'il n'y avait juste pas la Banque centrale de Chine représentée, ils ont bien pris la mesure de ce que représentait le fait d'avoir des compagnies technologiques avec autant d'utilisateurs commencer à créer des monnaies privées. Et pourtant, le Libra avait mis des formes dans ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire ils avaient créé un consortium d'entreprises qui devait servir de validateur de cette blockchain-là. Donc on avait les Visa, les PayPal, quelques ONG aussi. Donc comme ça, Facebook pouvait dire, ce n'est pas ma monnaie à moi, c'est un consortium d'administrateurs qui vont piloter la gouvernance de cette monnaie. Donc, déjà, ça veut dire que ce n'est pas vraiment public, c'est une consortium privé d'administrateurs. La deuxième forme que Facebook avait mis autour de Libra pour rassurer finalement les États, c'était de se dire on va l'asseoir, ce sera une monnaie stable qu'on va asseoir sur un pool de monnaie. Donc le yen, le dollar, l'euro, le dollar singapourien, le pound, et peut-être j'en oublie, donc de façon à ce qu'il y ait toujours cette réserve-là qui soit bloquée chez un partenaire bancaire et ils émettront le Libra ou le Diem maintenant uniquement s'il y a la valeur équivalente stockée chez le partenaire bancaire. Mais les États ont vite pris la mesure et à raison d'ailleurs, parce que entre Facebook, WhatsApp et Instagram, 2 milliards d'utilisateurs mensuels, vous vous doutez bien que si on commence à utiliser les portefeuilles dans nos WhatsApp, nos Facebook, pour échanger de la valeur et au fur et à mesure, la croyance que cette monnaie est vraiment une monnaie solide et qu'elle nous permet de transacter sans frontières, c'est une menace non négligeable. Et d'ailleurs, il me semble que c'est par rapport à cette menace du Libra et du Diem qu'on a vu cette précipitation, cette accélération des projets de monnaie de banque centrale, parce que évidemment les États ont compris que où le Bitcoin avait mis 12 ans pour avoir un taux de pénétration de pratiquement moins de 1% de la population mondiale, le Libra, du Diem, du jour au lendemain allait pouvoir toucher 2 milliards d'utilisateurs au minimum, parce que si ça se trouve, le fait justement qu'il y ait une monnaie comme ça intégrée numérique, ça allait propulser d'autres utilisateurs qui ne sont pas forcément sur les plateformes de Facebook d'y aller. Donc on serait peut-être revenu à l'époque de grosses entreprises privées qui deviennent les nouveaux États, les nouveaux gouvernements. Et c'est peut-être une vision dystopienne du futur, mais sachez que ça existait par le passé. Par le passé, on a eu des grosses entreprises comme ça. Il me semble que la grosse entreprise qui gérait le comptoir des esclaves en Inde, enfin voilà, et même en Afrique, il y avait de très très grosses entreprises comme ça qui à un moment donné avaient la capacité militaire, avaient la capacité financière, avec vraiment tout pour pouvoir être des États en eux-mêmes. Donc c'est vraiment cette menace-là qui font qu'aujourd'hui les États même face à quelque chose comme le Libra, qui est une vraie menace, peut-être voir le Bitcoin un peu moins comme une menace par rapport à cela. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que le Gram, la monnaie qui devait être créée par les fondateurs de Telegram, a été bloquée par la SEC américaine. C'est le même combat. Aujourd'hui, laisser des tycoons de la tech devenir, au-delà des banques privées, mais avec l'audience qu'ils ont, devenir des États, s'ils ont le contrôle de la monnaie et ils ont les utilisateurs, ils ont les citoyens, qu'est-ce qui leur manque pour faire leur propre État? Point d'interrogation à creuser. Et en fait, d'autant plus que
Si aujourd'hui, quand on parle de système bancaire, de système monétaire, on sait qu'il y a 4 milliards de personnes au monde, sur les 7 milliards d'individus que nous sommes, qui sont soit non bancarisés dans les banques traditionnelles, soit sous-bancarisés. Et dont au moins le un quart, voire la moitié, peut-être le un quart en Afrique. Donc, et vu l'usage des Africains de WhatsApp, de Facebook, de tous les réseaux sociaux, ça aurait voulu dire que finalement Facebook arrive à répondre à cette inclusion financière d'un continent entier, là où les autres n'ont pas ou ne veulent pas le faire. Donc ça aussi, ça aurait été problématique. Mais attention à ne pas le voir à l'aune de quelque chose de forcément positif. Je reste quand même assez dubitatif sur le fait qu'une entreprise privée comme ça puisse être altruiste au point de le faire pour rien. Je suis déjà assez embêtée de la somme de données privées que Facebook et les entreprises satellites qu'elles contrôlent ont sur nous, comment elles arrivent à se faire de l'argent sur nous sans que nous soyons rémunérés. Et d'ailleurs, un des cas d'usage qui serait pas mal sur l'avènement de la blockchain, c'est de pouvoir aussi intégrer ces blockchains-là, obliger ces entreprises-là d'intégrer ça dans leur système IT, de telle façon à ce que les données de chaque utilisateur lui appartiennent et qu'à chaque fois que Facebook signe un contrat avec une entreprise qui fait des modèles sur nos données agrégées, qu'on puisse être rémunéré en conséquence grâce à des microtransactions par exemple, parce que peut-être donner 2 centimes, 3 centimes d'euros à un Américain c'est insignifiant, mais 3 centimes d'euros en Afrique, ça fait quand même une somme qui permet d'acheter 1 kilo de riz ou une boîte de sardines, donc ce n'est pas si insignifiant que ça.